Magellan et les grands navigateurs portugais qui, dès la fin du XVe siècle, suivant la route des Moussons, traversent l'océan Indien en direction de l'Asie du Sud-Est, nous approchons des côtes de Thaïlande. La Thaïlande s'étire sur près de 1700 km du nord au sud. Alors que le nord et le centre sont couverts de montagnes et de vastes plaines agricoles, le sud de la Thaïlande est le domaine de la mer. L'étroite péninsule qu'elle partage avec la Malaisie est bordée à l'est par la mer de Chine et à l'ouest par l'océan Indien. Avant de rejoindre Malacca, où s'achèvera notre croisière, nous allons partir à la découverte des îles de la mer d'Andaman. Phuket, la perle de l'océan Indien, est aujourd'hui un des hauts lieux du tourisme international. Connu des marins dès le XVIe siècle, Phuket, en dépit des pirates qui infestent les eaux de la mer d'Andaman, attire dès cette époque les négociants indiens et chinois par la qualité de son ambre et la beauté de ses coraux. Mais c'est avec le boom sur l'étain, au XIXe siècle, que Phuket connaît la prospérité. Parmi les milliers de coulis chinois venus travailler dans les mines d'étain, certains font fortune et bâtissent de somptueuses demeures dans le style sino-portugais. Les mines à ciel ouvert, l'urbanisation, les cultures comme celle de l'EVA dont on fait le caoutchouc et qui fut introduit à Phuket en 1903 ont transformé le visage de l'île. Seul un parc forestier de 2000 hectares permet de mesurer la luxuriance de la forêt tropicale de mousson qui jadis recouvrait l'île. Animal sacré, symbole du Siam dont il ornait le drapeau jusqu'en 1917, l'éléphant disparaît néanmoins de Thaïlande dès le début du XXe siècle. Seuls 3000 spécimens protégés subsistent dans le nord-est du pays. Aujourd'hui, des éléphants sont réintroduits dans l'île. Question d'entretenir le mythe, de faire couleur locale et de promener les touristes. Situé à 920 km au sud de Bangkok, Phuket est un véritable paradis tropical ancré dans la mer d'Andaman. Phuket s'est révélé au tourisme international dans les années 70 par ses innombrables plages de sable blanc dont les plus belles bordent la côte ouest. L'île s'est tournée petit à petit vers un tourisme et une hôtellerie de qualité, conservant certaines valeurs fondamentales de la société thaïlandaise, comme le sens de l'accueil et de l'hospitalité. Ou bien encore, l'utilisation du teck pour la construction des bâtiments ou la fabrication du mobilier, sans oublier le goût de l'art floral. À quelque distance des plages paradisiaques et des hôtels de luxe, la vie quotidienne des Thaïlandais se poursuit. Une vie laborieuse, modeste, parfois souriante et marquée par l'attachement à des traditions dont certaines se perdent dans la nuit des temps. Ceux qui élèvent les coqs, ce sont des fonctionnaires, des députés ou des commerçants. Moi, avant, j'étais enseignant. Un jour, j'ai accompagné, par curiosité, des voisins à un combat de coqs. Et par la suite, j'ai commencé à faire de l'élevage, mais juste pour le plaisir. Mais avec mon premier coq, j'ai gagné un combat, alors j'étais content. Et depuis, je fais ce commerce de l'élevage. Au début, le coq, il n'aimait pas que je le caresse. Je ne savais pas m'y prendre. J'étais ignorant. En réalité, ce qu'il faut faire, c'est le caresser sans qu'il vous voie. Dans l'imagerie populaire,
on associe le buffle d'eau à la campagne thaïlandaise. En réalité, les habitudes sont tenaces et le buffle est toujours utilisé comme animal de trait, en dépit de la modernisation des méthodes de culture, ou comme ici, d'aquaculture. Tout d'abord, on creuse un étang. Ensuite, on introduit les alevins, puis on attend, 6 mois environ. On les nourrit 2 fois par jour, et parfois même vers la fin jusqu'à 6 fois. Ce n'est qu'à la fin de cette période de 6 mois qu'on peut les pêcher. Après, on vide l'étang, on le laisse sécher pendant 1 mois, puis on recommence. À bord des bateaux pénétrant dans le port de Phuket, les marins s'affairent telle une nuée d'insectes accrochés dans les mailles d'immenses filets noirs. Sur les quais règne l'agitation habituelle qui marque le retour des bateaux. Près de 350 d'entre eux pratiquent ici la pêche hauturière, une activité pénible mais qui procure du travail à quantité de personnes. Avant, je vendais le poisson ici. Maintenant, je possède 4 grands bateaux et puis 6 petits. En tout cas, avec les 10 bateaux, je fais travailler une quarantaine de personnes. Il faut être fort pour tenir tout ça. Mais je suis ici depuis si longtemps. Quand mon mari est mort, j'ai décidé de continuer seule, avec mes employés, pour mes 2 enfants. Le poisson, une fois déchargé, l'agitation retombe. Les esprits s'apaisent. Encore une fois, les divinités protectrices ont accompagné le retour au port des bateaux. À la pointe sud de l'île, d'autres rituels s'accomplissent. Adorateurs païens du dieu soleil, fidèles venus faire des offrandes au dieu éléphant, tous sont réunis devant le spectacle de la mer qui s'embrase et du jour qui se consume. Cette soirée à Phuket se poursuit dans le mystère et le raffinement, avec un spectacle de danse traditionnelle inspiré du Ramayana et exécuté au son du Wong Yai, une sorte de xylophone recourbé. At Patong. En quelques années, ce petit port de pêche a fait place à un turbulent ghetto pour touristes en quête de plaisirs plus ou moins innocents. Le tourisme sexuel existe, il ne faut pas le nier. Mais il ne doit pas masquer le vrai visage de la Thaïlande que nous avons découvert tout au long de ce voyage. Le Starflyer a quitté Phuket durant la nuit et mis le cap au nord, en direction de l'île de Surin. Au matin, nous glissons sur la mer d'Andaman. Toute voile dehors, nous approchons de l'île de Surin, située à quelques milles nautiques seulement des eaux territoriales birmanes.
À l'instant de l'approche finale, le commandant prend la direction des manœuvres. We have to go slowly into the bay because we have 2,500 tons. L'arrivée est proche, il faut affaler les voiles, ce qui est exécuté rapidement et dans la bonne humeur avec l'aide de quelques passagers. Tandis que les passagers s'apprêtent à débarquer, l'arrivée ne signifie pas le repos pour l'équipage. Rangement, préparation du matériel de plongée, sur un bateau, chaque équipier doit accomplir sa tâche avec méthode. Véritable joyau déposé au cœur des eaux turquoises de la mer d'Andaman, l'archipel des 6000 ans, dont fait partie l'île de Surin, est aujourd'hui un parc naturel protégé, totalement inhabité, à l'exception d'une petite communauté de Chaolei, les gitans de la mer. On ne connaît pas avec certitude l'origine des gitans de la mer. Viennent-ils comme tous les gitans de l'Inde? Rien ne permet de l'affirmer. Premiers habitants probables de cette région, ils doivent sans doute leur nom à un mode de vie itinérant, les bateaux faisant office de maison. Sédentarisés aujourd'hui pour la plupart à Phuket, certaines communautés de gitans de la mer continuent à vivre à l'écart du monde dans des villages sur pilotis, comme ici, à Surin. La pêche, la cueillette, la culture du manioc ou bien encore la vente de coquillages sont leurs seules ressources. Ici, les heures ne comptent plus. Les femmes devisent paisiblement réunies sur une improbable place de village, tandis que les hommes pêchent et que les enfants jouent. Quasi inexplorées, les eaux de la mer d'Andaman qui entourent Surin constituent les meilleurs lieux de plongée de Thaïlande. Par moins de 20 mètres de profondeur s'ouvre devant nous le domaine corallien, construit patiemment avec abnégation par une armée d'organismes microscopiques, les polypes.
En mourant, ces derniers lèguent leur squelette comme support aux nouvelles générations. C'est ainsi que l'ouvrage se bâtit, que le récif corallien se développe à la vitesse fulgurante d'1 mètre tous les 1000 ans. Nous évoluons dans ce jardin sous-marin au milieu des poissons anges, des poissons chirurgiens, des poissons soldats. En tout, près de 240 espèces dont on ne se lasse jamais de suivre le majestueux ballet. De retour à l'air libre, nous échangeons nos premières impressions. Oh, he's towel then. Who cares? Okay, sorry. Oh, the girlfriend, boyfriend of mine. He goes, mais c'était... Puis c'est le retour en direction du Starflyer qui s'apprête à appareiller. Grâce à l'effort acharné de passagers hissant les voiles, le Starflyer s'éloigne lentement de l'île de Surin. Bientôt, 2500 mètres carrés de voiles gonflées de vent entraînent le 4-mâts vers le grand large. Durant la nuit, le Starflyer a mis le cap au sud et franchi les quelques dizaines de milles nautiques qui séparent l'archipel de Surin de celui de 6000 ans. Tous deux sont classés depuis quelques années seulement parcs nationaux maritimes de Thaïlande. La journée qui s'annonce est entièrement dédiée au sport nautique et à la détente, comme nous l'explique le commandant Likfet. Je vous dirais, si vous voulez naviguer avec nous, alors bienvenue sur le pont. Vous pouvez nous aider. Vous n'avez pas l'obligation de nous aider à hisser les voiles. Peut-être préférez-vous vous détendre et prendre de belles photos. Mais si vous avez envie, alors venez nous aider à hisser les voiles à chacune de nos manœuvres, à moins que vous préfériez rester étendu dans le filet à l'avant et parler aux dauphins. Most comfortable. 4 staysail here, let go. So if you are ready with the 4 course, stand by 4 course. Stop, René. Halt, port side.
Drifting port side. Le commandant réunit les passagers pour la conférence quotidienne. Là, sur le pont, devant un tableau noir, il détaille, croquis à l'appui, le programme de la journée. Le commandant Lickfett n'a sans doute pas le talent de Michel-Ange, mais pour communiquer sa passion de la navigation à voile à ses passagers, il n'a pas son pareil, le tout avec une certaine dose d'humour et d'anticonformisme. Le mot 6000 ans signifie 9 en malais, soit exactement le nombre d'îles composant l'archipel. Né de l'enfer d'un magma brûlant il y a 65 millions d'années, les îles 6000 ans sont aujourd'hui l'un des derniers paradis sur Terre. Un Éden fait de simples rochers émergeant d'une mer couleur turquoise. Sur une plage que borde une épaisse forêt tropicale, l'équipage du Starflyer a organisé un pique-nique. Une façon supplémentaire de rendre cette journée de vacances inoubliable. Moi j'ai fait un petit peu de voilier, puis j'ai essayé les deux endroits de snorkeling à gauche et à droite. Et je dois dire que de tout ce voyage qu'on a fait un peu partout dans le monde, c'est de loin le meilleur snorkeling que j'ai vu. Vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Parmi les espèces animales vivant toute l'année dans la forêt, les oiseaux sont les plus nombreux. Ils sont sous la protection des gardes du parc national, enfin en principe. Mais l'animal le plus surprenant que l'on croise dans la forêt reste le varan, un lézard pouvant mesurer jusqu'à 3 mètres de long et qui se nourrit de charognes, d'œufs, de reptiles et de poissons. This one goes up, up, then it goes from the right under. De retour à bord et en attendant l'appareillage, un marin tente d'enseigner l'art et la manière de faire des nœuds à des passagers, pas toujours doués. Okay. Smile. L'équipage hisse les voiles. Une fois encore, le Starflyer s'élance vers une nouvelle course sous le vent de la mer d'Andaman. En cette seconde soirée de navigation depuis le départ de Phuket, l'atmosphère se fait plus amicale. Les passagers commencent déjà à se sentir à bord un peu comme chez eux.
the camera. Very good handshake. Oh, yeah. Come on. Au réveil, quand nous arrivons sur le pont, le Starflyer progresse lentement au milieu d'une armée de colosses de pierre dont la silhouette enveloppée de brume émerge de la mer. Phang Nga. Nous naviguons au cœur de la baie de Phang Nga, l'un des sites naturels les plus extraordinaires de la planète. Selon la légende, des fermiers de la région auraient attaqué et tué par mégarde un dieu éléphant qui se serait alors pétrifié sous la forme d'une montagne gigantesque. Façon de défier les monstres de pierre ou bien de leur rendre hommage, le Starflyer pénètre toute voile dehors au cœur de la baie de Phang Nga. Avant d'y jeter l'ancre, vaincu par tant de majesté. Loin de la légende, l'histoire de la création de Phang Nga n'en est pas moins étonnante. À l'aube des temps, l'actuelle baie n'était qu'une plaine hérissée de montagnes calcaires. Il y a plus de 10 000 ans, à la fonte des glaciers, l'eau envahit la vallée, creusant des cavernes et ne laissant émerger que les sommets aux formes déchiquetées par l'érosion. Île du chiot, de l'éléphant ou de la tête de l'ogre. Le pourtour de la baie est constitué d'un épais marécage pouvant atteindre plusieurs kilomètres de largeur, la mangrove. C'est le domaine des palétuviers aux inextricables racines aériennes et le refuge idéal pour les crocodiles, aujourd'hui de moins en moins nombreux. Au sortir de la mangrove, la baie de Phang Nga apparaît à nouveau, lumineuse, peuplée de pitons émergeant de l'eau bleutée. À bord d'un bateau longue queue, pirogue utilisée dans toute la Thaïlande, de Phang Nga à Bangkok, nous arrivons à Koh Ping Kang. Plus connu sous le nom d'île de James Bond, c'est dans ce décor étonnant que 007 a tourné quelques scènes de l'une de ses aventures, L'homme au pistolet d'or.
derniers moments dans la baie de Phang Nga, nous les passons au village de Pagny, habité par des pêcheurs musulmans d'origine malaise. Situé au pied d'une falaise qui le protège de la mousson, le village de Pagny est bâti entièrement sur pilotis. Dans le dédale des maisons de bois peintes, jouant de l'ombre et de la lumière, chaque rencontre est un plaisir des yeux, un moment de quiétude volé à nos vies de voyageurs trop pressés. Dernières impressions. Des enfants habillés aux couleurs nationales jouent pieds nus dans la cour de l'école de Pagny. Accompagnés par le bruit d'enfer de notre pirogue longue queue et sous un ciel menaçant que transpercent les rayons du soleil, nous regagnons le Starflyer. De retour à bord, chacun évoque les impressions de sa journée, tandis que le Starflyer lentement met le cap au sud, naviguant une dernière fois auprès des pitons fantasmagoriques de Phang Nga. Quatrième jour de croisière. À force de voir les marins grimper dans la mâture, une passagère s'enhardit et, sécurisée par un harnais, entame l'ascension du grand mât. Tandis qu'à l'avant on s'amuse à jouer les marins, à l'arrière les marins eux ne s'amusent pas, ils entretiennent leur forme.
Empruntant l'annexe du voilier, nous débarquons dans l'île de Langkawi, située juste à la frontière de la Thaïlande et de la Malaisie. C'est en fait sur l'île principale d'un archipel composé d'une centaine d'îlots que nous débarquons. Plage paradisiaque bordée de cocotiers, épaisse forêt tropicale, les paysages de Langkawi ont depuis des siècles suscité des légendes. Dans la forêt luxuriante au nord-ouest de l'île vivent des macaques. Organisés en groupes de 15 à 30 individus, ils se nourrissent principalement de fruits, de petits vertébrés ou d'insectes, quand ils ne sont pas approvisionnés par les promeneurs. Lieu de promenade privilégié des habitants de l'île, cette forêt protège une cascade où les fées, selon la légende, venaient se baigner. Les légendes font partie du patrimoine culturel de l'île. Elles se transmettent oralement de génération en génération. Ainsi, M. Banchapir a reçu en héritage il y a bien longtemps de cela la légende la plus importante de Langkawi, la malédiction de Makam Masuri. Selon la légende, Masuri était une femme très belle. On la maria à un haut dignitaire de l'île de Langkawi. Son mari partit un jour à la guerre, à l'époque où le Siam était en guerre contre la province du Kedah. Pendant son absence, la belle famille de Masuri, par jalousie pour sa beauté, l'accusa d'adultère. Et elle fut assassinée dans un champ tout près d'ici. Quand les soldats du Siam arrivèrent à Langkawi, ils ne trouvèrent que des champs de riz brûlés. À cause de la malédiction de Masuri, plus rien ne poussa pendant 7 générations. À Tamambuaya, la ferme aux crocodiles, les sauriens qui sommeillent à fleur d'eau ne sont pas des héros de légende. Ils sont bel et bien vivants. Notre ferme principale est à Sandokan, à l'est du pays. Ici, c'est notre seconde ferme. Et c'est de loin la plus grande de Malaisie, avec 40 hectares. Ici, on élève nos crocodiles à des fins commerciales, c'est-à-dire pour le cuir que l'on exporte en Russie ou au Japon. Et à part ça, on fait notre propre production de peau, pour faire des portefeuilles, des sacs à main, des ceintures et toutes sortes de choses. Passé l'âge de 2 à 3 ans, la peau des crocos devient trop dure. Ils peuvent alors couler des jours paisibles, à moins d'être engagés comme bêtes de scène. Weighing more than 1,000 pounds. Here you go, ladies and gentlemen. The name of this frog is Boyang Lang.
Et pour finir en beauté, la vedette du spectacle, un crocodile de 500 kilos, fait son entrée péniblement avant de se fendre d'un large sourire, un peu forcé peut-être. Ladies and gentlemen, Colin Magnon. Célèbre pour sa forêt, la plus vieille du monde, la Malaisie l'est aussi pour ses rivages que fréquentèrent pendant des siècles grands navigateurs et simples commerçants. Le pays où les vents se rencontrent est le surnom que les marins lui donnent depuis l'Antiquité. Jonques chinoises et bateaux indiens se retrouvaient ici autrefois, poussés par les vents de mousson. Les pêcheurs de Langkawi se contentent aujourd'hui de naviguer près des côtes avec leurs magnifiques embarcations multicolores. Pour la dernière fois de la croisière, les passagers aident à la manœuvre. Toute voile dehors, le Starflyer pénètre dans le détroit de Malacca. Pour tous les marins du monde, le détroit de Malacca est un lieu mythique, hanté par le souvenir de grands navigateurs et de pirates. Glissé entre la péninsule malaise et Sumatra, jeter l'ancre à Malacca. Le commandant Ligfet n'échappe pas à cet envoûtement et déjà esquisse avec ferveur la silhouette de la caravelle d'Albuquerque, le conquérant portugais qui, le premier, s'empara de Malacca en 1511. Occupées à l'origine par une petite colonie de gitans de la mer, les rives du fleuve Malacca deviennent très vite, grâce à leur situation privilégiée au carrefour des vents de mousson, un lieu stratégique pour le commerce maritime. Soie et porcelaine de Chine, noix de muscade ou bois de santal de l'archipel indonésien, tapis et bijoux du Moyen-Orient, les richesses du monde s'échangent à Malacca. De cet âge d'or cosmopolite, la ville conserve un charme inimitable. Le cyclopousse est sans aucun doute la meilleure façon de parcourir Malacca. Découvrons tout d'abord le quartier chinois. Installés à Malacca depuis le XVIe siècle, les Chinois, dont le sens des affaires n'est plus à démontrer, prospèrent rapidement. Aujourd'hui, ils contrôlent l'industrie du bois et du caoutchouc. Dans les ruelles étroites se dressent quelques maisons magnifiquement décorées par des babas,
surnom donné aux hommes de la communauté des Peranakan, chinois dont les parents ont fait fortune au XIXe siècle dans l'étain ou le caoutchouc. Certaines de ces maisons abritent des magasins d'antiquités qui reflètent assez justement, par l'abondance et la variété des objets présentés, l'histoire de la ville. Fondée au début du XVe siècle par l'ancien gouverneur de Singapour, Malacca est prise en 1511 par le portugais Albuquerque, venu à la tête d'une flotte puissante. Rapidement, Albuquerque organise la cité et bâtit un fort qu'il appela A Famosa, le célèbre. Les Portugais ont quitté Malacca il y a de cela 350 ans. Mais les ruines d'A Famosa, devant lesquelles se font photographier ces jeunes lycéennes, demeurent un symbole historique fort pour les 500 membres de la communauté portugaise eurasienne de Malacca. Je m'appelle George Bosco Lazaro. J'habite dans le quartier portugais et je vis ici depuis 1938. Ici, on parle le cristão. C'est un patois. Ce n'est pas le même que parlent les Portugais du Portugal. Et quelle est la différence? La différence? Ils utilisent la grammaire. Ici, on n'a pas de grammaire. C'est un peu comme le Konkania à Goa. À l'origine, ces chars à bœufs venaient de l'Inde. Les Portugais, avant d'attaquer Malacca, avaient leur capitale à Goa, en Inde. Aussi, ils les apportèrent au XVe siècle à Malacca. Les Indiens qui voulaient transporter avec eux tous leurs bagages et biens éprouvaient des difficultés. Aussi, ils se demandèrent comment trouver un moyen de transport pour se déplacer dans le grand empire de Malacca. Certains d'entre eux pensèrent pourquoi ne pas utiliser les chars à bœufs, que l'on appelle les martavandi en indien et pradati en malaisien. Comme les Portugais n'arrivaient pas à prononcer ces noms, ils utilisèrent un vieux mot portugais, carretalambu. Chinoise, portugaise, indienne, déesse aux 100 visages, Malacca, dont l'histoire se lie à chaque carrefour, n'en finit pas de nous surprendre. Le musée maritime en forme de caravelle portugaise est une construction récente. A l'inverse, le petit moulin à vent et surtout la Christ Church, la plus vieille église protestante de Malaisie, bâtie en 1741, témoignent des 150 années de présence hollandaise, suivies d'autant d'années d'occupation anglaise. Les berges de la rivière ne connaissent plus l'effervescence d'autrefois. Seuls des bateaux venus de Sumatra, l'île indonésienne toute proche, déchargent leur cargaison de bois. Le bois vient d'Indonésie. Je le transporte sur mon bateau jusqu'ici à Malacca. Quand j'achète le bois dans les villages, il est déjà coupé. Ensuite, on le charge sur le bateau. Ça prend une vingtaine de jours. Seulement après, on traverse le détroit de Malacca en 12 ou 14 heures. Une fois arrivé ici, on vend le bois à un commerçant chinois, Monsieur Ateng. La dernière balade de cette croisière nous conduit dans le vieux Malacca. Témoignage d'un âge d'or disparu, leçon de sagesse d'une cité qui a tout vu
est tout connu. Bien que l'islam soit la religion officielle de la Malaisie, à Malacca se trouvent réunis dans une même ruelle les 3 plus anciens lieux de culte du pays. Le temple Shengunteng, ou temple des nuages radieux, édifié par la communauté chinoise au XVIIe siècle. Le temple hindou consacré au dieu Vinayagar, datant de 1780. Et enfin, la mosquée Kampung Keling, édifiée en 1748 et dont le style rappelle celui des pagodes. Le Starflyer quitte Malacca, emportant dans ses voiles les odeurs d'épices et le souvenir des rumeurs d'autrefois quand Malacca était le port le plus riche du monde.